Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid, comme toujours. Bonjour Sid, comment vas-tu? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Je dis comme toujours, mais quand tu auras des épisodes où t'es pas là, tu vois, ça fera du suspense. C'est vrai qu'il y en a de temps en temps. Ça arrivera cet été très certainement, comme d'habitude. Mais sinon, bah écoute, ça va très bien. Le soleil revient petit à petit, ça fait du bien. Ah, il fait 27 degrés à Caen, donc crois-moi, il est bien revenu le soleil. Voilà, c'était encore un peu gris ce matin, mais cet après-midi, ouais, c'était vraiment franchement bien. Et sinon, bah, j'ai un petit peu joué. Évidemment, je joue pas trop en ce moment. Mais j'ai commencé tout de même un nouveau jeu qui est Vampire Crawler, qui est un spin-off, si je puis dire, ou enfin un autre jeu dans l'univers de Vampire Survivor. Tu sais que j'avais fait le roguelite. Ouais, que t'avais chroniqué, ouais. Très psychédélique, très addictif. Et là, ils ont fait leur version en Dungeon Crawler qui est exceptionnelle. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler d'ici quelques semaines. Ça rose toujours, mais j'ai moins de temps, je joue moins à la PS5. Et aussi, je sais plus si je l'avais dit la semaine dernière, mais je suis passé maître de la Ligue Pokémon. Donc j'ai battu à Pokémon Verfeuille, tu sais, j'ai battu la Ligue enfin. Donc, il était temps. Ouais, j'ai mis, franchement, je sais plus le total, mais j'ai mis un peu plus de 30 heures avec un petit Ramolos niveau 45 dans mon équipe. Donc je suis très content. Donc voilà. Et je vais passer sur le post-game avec les îles Séville. Et toi, Kira, du coup, ta semaine, qu'as-tu fait de beau ? Alors, cette semaine, moi déjà, je suis allé voir un super concert. Le concert, Oui, j'en avais parlé, Candlelight à Deauville, dans un super lieu éclairé à la bougie, où il y avait 4 violonistes, un violoncelle et 3 violonistes, en fait, qui ont refait une vingtaine de musiques de Hans Zimmer. Incroyable. C'était vraiment très très cool. Franchement, passer un super moment, plus balader sur les planches de Deauville et tout. On a eu un peu de soleil, donc franchement, c'était hyper agréable. Trop cool. Derrière, j'ai fait Directive 8020 et pas 8020, mais je préfère l'appeler 8020 en fait. Voilà. Donc ça sera ma chronique de la semaine. J'ai été voir La La Land au ciné qui repassait, donc ça m'a bien fait plaisir de le voir, même si je n'aime toujours pas la fin. Ça a toujours été cool. Et je continue Scrubs, un épisode par semaine, au gré des sorties sur Disney+. Ce qui est un peu long, je t'avoue. Je préfère les binge-watcher les séries. Ouais, un épisode de 20 minutes, c'est vraiment court. Hein. Je préfère les binge-watcher quand c'est comme ça. Sinon, le programme, qu'est-ce qu'on a concocté de beau cette semaine? Alors, il y a deux grosses actualités, mais qui se chevauchent beaucoup, puisqu'on va parler toujours du même groupe. Donc, c'est Embracer avec un de leurs studios qui a fait une grosse annonce, et en même temps, Embracer qui mute, si je puis dire, avec du mutagène comme les Tortues Ninja. Donc, voilà, ça va occuper toute notre partie news, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a du taf. Ensuite, on enchaînera sur Détective 8020 ou 8020. Directive, pardon. Et pas Détective, bien que ça aurait fait peut-être un bon jeu, Détective 8020. Ça pourrait, tout à fait. Et on finit sur, une fois n'est pas coutume, encore un animé. Donc après Hunter x Hunter, Jojo, t'avais fait quoi d'autre aussi? Monster, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Là, c'est Fire Force, donc un animé qui vient de se terminer, la 3e saison, et qui est fini. Donc, je vous en parle tout à l'heure en fin d'émission. Ok, impeccable. Et comment on peut faire plaisir à la taverne? Alors, vous le savez, nous avons besoin urgemment de crouler sous les 5 étoiles sur les applications de podcast. Ça s'est un petit peu réduit, il faut bien l'avouer. Après, très certainement, vous avez déjà donné les 5 étoiles. Mais si ce n'est pas encore le cas, vous savez que c'est la meilleure façon de nous soutenir pour qu'on remonte quand on recherche un podcast jeu vidéo. Et sinon, partagez nos épisodes sur les réseaux, auprès de vos proches, vos amis, votre famille, dans le bus, dans le taxi, bref, où vous voulez. Partout. Mais en tout cas, voilà, nous aider à faire grossir la communauté de la Taverne du Gamer, qui est, mine de rien, assez importante aujourd'hui. Assez conséquente, tout à fait. Sachant que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux également. Oui, tout à fait. X, Twitter, Insta, Facebook, le site web pour le formulaire, et c'est l'assurance de passer dans l'émission. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, tout à fait. C'est le moment d'envoyer du gros, du coup. Donc on part sur les news et c'est parti. Donc commençons par l'annonce étonnante, qui a surpris un petit peu tout le monde sur les réseaux sociaux
donc qui est le studio Warhorse, pardon. Donc on va dire un petit peu ce qu'il a fait juste après ce studio, mais il a annoncé en parallèle 2 choses. Un RPG en monde ouvert dans les terres du milieu, donc ça c'est la grosse annonce. Ce qui envoie du lourd. Ce qui envoie du lourd parce que, et on en vient tout de suite au parce que, c'est un studio spécialisé dans le RPG qui s'est fait remarquer il n'y a pas si longtemps. Enfin, la cote de popularité de ce studio est en train de bondir. Ça me fait penser un petit peu à CD Projekt à ses débuts. Et ce studio, donc, il a fait Kingdom Come Deliverance, notamment, dont tu peux certainement mieux parler que moi. Si tu veux décrire un petit peu à nos auditeurs ce qu'est ce RPG qui est en train de cartonner vraiment sur Steam et ailleurs. Alors Kingdom Come Deliverance, c'est 2 RPG qui se suivent, qui se passent dans le royaume de Bohème, où on va suivre un jeune forgeron où on va dire son village va se faire brûler, et du coup qui va devenir petit à petit soit un héros, soit au contraire un mendiant. Enfin, on peut choisir un petit peu la destinée de notre personnage, et l'intérêt surtout c'est que c'est très réaliste, c'est-à-dire les combats sont réalistes, le crochetage, tout est réaliste en fait, il n'y a pas de magie, rien de tout ça. On a vraiment l'impression de vivre dans ce Moyen-Âge de l'Europe de l'Est. Et ce qui est, tu as dit, un des éléments très forts du jeu, c'est son côté très réaliste, au point que c'est quand même un RPG assez hardcore, je pense, assez difficile. Exactement. Genre pour viser à l'arc, il n'y a pas de points. On doit vraiment s'adapter et s'entraîner. Le combat à l'épée, il y a toute une, on va dire, il y a des patterns à apprendre un petit peu, tu sais, comme des jeux musicaux, pour savoir comment se battre, comment esquiver, comment travailler. Pareil pour le crochetage. Et ça, c'est ce qui en fait un grand jeu, en fait, car le jeu ne sacrifie pas ses ambitions et son gameplay, on va dire, sur l'autel de l'accessibilité. Donc, c'est pas un jeu pour tout le monde, mais dès qu'on s'y plonge et qu'on s'y intéresse, on est vraiment sur sur 2 grands jeux, en tout cas. Et donc, comme je disais, qui cartonne vraiment, ils ont le vent en poupe. Et donc, ils ont fait 2 annonces en une. La première, c'est celle que j'évoquais, le RPG en monde ouvert dans les terres du milieu. Et la seconde annonce sur la même image, c'était une image divisée en 2, où à droite, d'ailleurs, il y avait le jeu Les terres du milieu. Et à gauche, il y avait un nouveau jeu, une nouvelle aventure, Kingdom Come. Donc peut-être un 3e volet, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si on a eu encore le détail ou un spin-off, bref. Mais un nouveau jeu dans l'univers de Kingdom Come. Donc 2 annonces pour le prix d'une. Annonce néanmoins sans date, sans plateforme, sans titre officiel, ni même fenêtre de sortie. Ça va prendre du temps, parce que ce n'est pas non plus une équipe énorme. Oui, ça va prendre du temps. Et enfin, de cette actualité-là, j'embrayerai sur la 2e parce que voilà, elle n'est pas arrivée non plus. Elle a surpris un petit peu tout le monde, mais c'est pas pour rien qu'ils ont fait cette annonce-là. Mais avant ça, Kira, est-ce que toi, ça t'emballe, du coup, que ce studio s'empare des terres du milieu pour, j'imagine, faire ce qu'ils savent faire, donc un RPG assez exigeant dans l'univers des terres du milieu de Tolkien, donc. Complètement. C'est franchement, je trouve que c'est une très très bonne idée, parce que j'espère que, en fait, on va pas avoir une grande histoire non plus épique, mais qu'on va avoir peut-être le regard d'un homme simple dans l'univers des terres du milieu, qui va essayer de vivre en tout cas son aventure. Et c'est ce que j'ai envie, en fait, c'est de retrouver un peu du Kingdom Come, de l'ADN de Kingdom Come, en fait, dans ce jeu Seigneur des Anneaux. Et ça me ferait vraiment plaisir, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça qui me séduit aussi. C'est peut-être d'avoir une aventure, et là on spécule, on ne sait pas du tout, mais au regard de ce qu'ils font dans leur autre jeu, c'est ça que ça peut laisser pressentir. Et moi, c'est ce qui me fait très envie en tant que grand fan des terres du milieu, c'est d'avoir finalement un personnage parmi tant d'autres qui vit dans cet univers, tu t'en imprègnes, et presque finalement la dimension les terres du milieu, Tolkien, c'est l'univers en lui-même, mais je veux pas en effet vivre de choses épiques, je veux pas refaire les films Seigneur des Anneaux, sachant qu'il n'est pas estampillé Seigneur des Anneaux, a priori c'est vraiment les terres du milieu, donc c'est pour vivre quelque chose de différent, quelque chose d'immersif, et moi ça me fait très envie. Et est-ce qu'on pourra jouer plusieurs races, etc., ça on ne sait pas encore, mais en tout cas rien que la promesse de vivre dans cet univers, ouais, c'est hyper séduisant. Ce que j'aimerais, c'est comme Tolkien était linguiste, c'est que justement ils intègrent les langues dans le jeu, en fait, c'est-à-dire que notre perso puisse apprendre les langues des autres peuples, ou que ce soit pas, tu sais, de l'instantané, de l'anglais ou du français pour tout le monde, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me ferait plaisir, c'est que du coup, arriver peut-être plus à une simulation et que le jeu se passe sur peut-être 30 ou 40 ans, ça serait incroyable.
Ouais, ce serait vraiment très bien. Donc, nous sommes très emballés, mais évidemment, ce n'est pas pour tout de suite. Tu seras peut-être mort d'ici là, on sait jamais. Peut-être pas quand même, mais en tout cas, ce sera pas pour tout de suite. Néanmoins, pourquoi cette annonce maintenant? Parce que c'est vrai que c'est une annonce assez surprenante, autant pour les Terres du Milieu que pour Kingdom Come, parce qu'encore une fois, c'est une licence qui a aujourd'hui une certaine aura. Donc l'annonce quand même un peu abrupte comme ça, c'est étonnant. Ah, il y avait des rumeurs qui circulaient justement pour un jeu Seigneur des Anneaux suite à des leaks sur LinkedIn, je crois. Je crois que c'était suite à des annonces de poste. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont balancé la purée maintenant. Il y a peut-être cette raison pour éviter en effet toute la partie leak, mais il y a aussi le contexte d'Embracer, parce que, et là c'est la deuxième actualité, donc Warhorse fait partie du conglomérat de l'immense entreprise qui est Embracer. On en a parlé de temps en temps. Hydra. Ouais, et complètement Hydra, un géant du jeu vidéo. Voilà. Hydra en moins nazi. Heureusement. Heureusement. Quand même. Non, Spectre. Ouais. En moins criminel, mais. non, vraiment une très très grosse société maintenant de jeux vidéo qui en termes de grandeur, culmine au sommet. Ouais, vraiment, je pense que c'est dans le top 5 très, très facilement. Et en fait, Embracer, exactement au même moment, a annoncé une restructuration très massive de justement cette entité Embracer qui va se scinder en deux. Et donc, il faut déjà y voir une vraie corrélation entre les deux annonces. L'une, vraiment pour rassurer, celle des projets de ce studio avec les Terres du Milieu, etc., qui vont faire vivre la licence. Et une autre actualité, donc celle que je vais expliquer là, Embracer qui se divise, qui peut faire un petit peu peur, parce que surtout quand on est sur une entité qui détient autant de studios. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Embracer va être divisé en deux entités, mais vraiment deux entités distinctes, et ils vont créer une société, sachant que les deux seront cotés en bourse, mais sur des bourses de façon indépendante. Donc ça montre bien, tu vois, Kira, qu'on est sur vraiment deux sociétés différentes. Ouais. Et donc la nouvelle qui va être créée, c'est Fellowship Entertainment, donc qui va regrouper, elle, j'ai l'impression, tous les actifs les plus massifs. Donc il y aura Warhorse Studios, celui dont on vient de parler pour Kingdom Come. Il y aura Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Dambuster, il y en a plein, et dont Middle Earth Enterprise, parce qu'ils ont récupéré les droits, Embracer. Donc cette société-là va détenir tout ça. Donc, avec les licences qui vont avec, hein. Du coup, The Lord of the Ring, Le Hobbit, Tomb Raider, Kingdom Come, Metro, Dead Island, Darksider, enfin, tu vois, un truc, mais gargantuesque. Ah, c'est cool à dire. Ouais, on aime bien ce mot, gargantuesque. Et Embracer va rester. Donc, Embracer ne disparaît pas. Par contre, ils auront une entité visiblement un peu plus agile, avec toute la partie distribution, rétro gaming, remake, remaster, la partie aussi film. Hein. Ils veulent vraiment beaucoup investir dans le transmédia, les services, le mobile, je crois que je l'ai déjà dit, avec des studios quand même de renom, Aspire, Crazy Labs, Limited Run Games. Donc on n'y pense pas, mais c'est eux aussi, hein, c'est Embracer, THQ Nordic, Vertigo Game, donc quand même hein, des studios assez lourds, parce que de toute façon, des gros studios, ouais. Embracer, c'est tentaculaire. Mais voilà, il va se scinder en deux. D'un côté, toutes les IP, tout vraiment ce qui est très, très massif, si je puis dire, c'est le côté un peu premium, et Embracer qui va rester ce qu'il est pour quelque chose de plus agile, plus malléable, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette annonce, Kira, pour Embracer? Je t'avoue, le fait d'avoir tous les œufs dans le même panier sur un monstre aussi géant, en fait, c'est vrai que je trouvais pas ça spécialement rassurant. C'est pour ça qu'on l'appelait le colosse au pied d'argile pendant longtemps. Là, le fait qu'il se sépare quand même en plusieurs, pas plusieurs entités, mais tu sais, en deux entités. Ouais, c'est ça, en plusieurs pôles. Pour moi, je trouve que c'est peut-être plus judicieux. Tu vois, donc au niveau de la stratégie et au niveau de la gestion, la pérennité du groupe. Oui, c'est un peu ça ce qu'ils expliquent dans leur communiqué. C'est d'un côté, il y a un double objectif, c'est de renforcer la ligne managériale pour mieux piloter, mieux gérer leurs entités. Donc, en gérer une énorme tentaculaire ou deux qui restent tentaculaires, mais quand même de fait plus petites, avec des axes stratégiques très définis. D'un côté, on porte les grosses licences à valeur, et de l'autre, on fait plutôt du transmédia, du mobile, de la distribution, du remake, etc. Pour
gagner en lisibilité et surtout pour générer de la valeur sur des créneaux bien spécifiques. En effet, c'est plutôt logique en tout cas de se recentrer sur ce qui a du potentiel. Donc moi je suis plutôt... je vois ça d'un œil optimiste, comme d'habitude, vous allez dire. Mais on se rappelle que quand même Embracer revient de loin avec des licenciements. Enfin, ils ont eu pas mal de galères ces derniers temps. Bah, surtout que là, en plus, ils ont quand même... ils tentent un truc avec Ubisoft dernièrement. Ubisoft est quand même salement dans la sauce parce que plus ça va, on voit quand même que les chiffres sont pas bons et tout. Et c'est vrai que mine de rien, même si c'est un groupe énorme, c'est aussi un gros investissement. Donc c'est pas plus mal qui se disperse un peu comme ça. Ouais, et tu fais bien de parler de Ubisoft. Ubisoft, c'était... on a parlé de la restructuration en business unit où c'est un peu ce qu'ils font à grande échelle. Là. C'est un peu ce qu'ils font, à la différence près. On a vraiment quand même avec Embracer des entités très distinctes avec cotées en bourse, chacune de leur côté. Ah, chaque entité, voilà, ok. Chaque entité est vraiment cotée en bourse de leur côté. Donc ce sera le Nasdaq Stockholm pour la nouvelle entité Fellowship. Et Ubisoft, ça reste Ubisoft qui est coté, d'ailleurs qui est pas très haut en ce moment et ça depuis longtemps. Ouais. C'est triste, mais ouais, c'est triste. Et qui a des business units, donc c'est une entité, mais qui a divisé son portefeuille en business unit, donc en micro-société qui est gérée indépendamment, mais qui dépendent d'Ubisoft. Là, Embracer, c'est vraiment deux sociétés très distinctes. Donc, à voir, c'est des façons de procéder différentes, qui, à mon sens, n'ont pas tout à fait le même but et objectif. Oui. Mais voilà, ça fait partie des très gros chantiers business, en tout cas du jeu vidéo en ce moment, parce qu'Embracer, on l'a dit, c'est un géant. C'est clair que si ce géant venait à disparaître, ça serait quand même très très compliqué. Là, ça serait un schisme, on pourrait dire sans précédent. Ça pourrait déclencher une crise comme en 83. Ouais, une énorme crise pour le secteur, pour les développeurs, etc. Et d'ailleurs, en parlant de crise, petite news dans la news, on en parlait. Parlons de bonne nouvelle. Non, c'est une mauvaise nouvelle. C'est le studio Nagoshi. Tu sais, on cale l'info rapidement, mais je sais que Kira, toi, donc le studio Nagoshi, c'est ceux qui, c'est le fondateur qui Gang of Dragon, ouais. Voilà, c'est le fondateur de Ryuga Kotoku, un studio que tu aimes par-dessus tout, puisqu'ils ont fait Yakuza et mince, j'ai oublié le spin-off là. Judgment. Voilà. Là, ils font leur nouveau jeu là, qui a l'air trop bien, tu sais, qui se passe dans les années 60. Il a l'air incroyable, ouais. Je me rappelle avec plus. Plusieurs temporalités, qui a l'air très bien. Ouais, mais je m'en doutais parce que tu sais, j'en avais parlé sur Twitter il y a quelques semaines. Le site internet avait disparu en fait. Ils avaient fermé le site internet, la chaîne YouTube. Je crois que c'est Embracer qui produisait justement, qui avait retiré les billes. Oui, qui avait retiré les billes parce qu'il leur manquait 70 millions, je crois, pour terminer ou 60 millions pour terminer le développement du jeu. Et du coup, ils se sont retirés au dernier moment. Donc ça sentait vraiment le sapin. Le studio essayait de trouver des financements alternatifs, mais clairement. C'était un jeu très ambitieux, un premier jeu d'un premier studio, on va dire. Et tu sais, Embracer, les gros groupes comme ça, si tu respectes pas les deadlines, ils te coupent les fonds en fait. Et je pense qu'ils étaient à la bourre sur le développement. Ouais, non, c'est compliqué. C'est triste pour eux, sachant que c'était ils avaient, je sais plus c'est dans quelle conférence qu'ils avaient montré leur Gang of Dragon. Je sais plus c'était quoi leur prochain jeu, leur premier jeu. Je me demande si c'était pas un Summer Game Fest, je crois. Ah, peut-être. Et on s'était dit tous les deux, waouh, trop cool et tout. J'étais chaud. En plus, avec l'acteur que j'aime bien, là, celui qui joue dans Dernier Train pour Busan, là, et qui joue aussi dans Les Éternels. Je sais plus comment il s'appelle, parce que c'est un Coréen. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il a une gueule et tout. Il a une présence, et j'étais content de le jouer, en fait. Et là, du coup, je suis un peu en deuil. Ouais, ça faisait vraiment un jeu mafia, enfin, dans la lignée, de toute façon, les Yakuza, etc. Et je crois que le studio, la maison mère, c'est NetEase. Je suis pas sûr que ce soit Embracer. Ah, c'était NetEase, alors c'était pas en Oui, non, t'as raison. C'est ça qui m'a fait bugger. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle du moment. C'est ce studio qui ferme malheureusement ses portes. Du coup, c'était la dernière news. Bah oui. La dernière news dans la news de la news. C'est un petit peu comme le petit. Ouais, c'est un peu comme le Mon Chéri, tu sais, ta petite cerise à l'intérieur. Ou les poupées russes, là, les petites poupées. Ou les poupées russes. Tout à fait. Du coup, on va attaquer le test de la semaine, donc qui est le nouveau Dark Pictures Anthology Directive 8020. Petite musique d'ambiance, histoire de vous mettre dans une ambiance un peu horrifique. Éteignez la lumière, fermez les yeux et écoutez, ça va être génial. Ouais.
Depuis plusieurs années maintenant, la licence The Dark Pictures Anthology s'est imposée comme l'une des références du jeu narratif horrifique développé par Supermassive Games. Donc le studio déjà connu pour Until Dawn ou encore The Quarry. Cette anthologie a toujours eu une ambition très claire, c'était de proposer une expérience proche du cinéma interactif, à petit budget, on faut pas se le reste, on n'est pas sur du triple A. Je crois même pas qu'on soit sur du double A, tu vois. On est sur on va dire du A+, tu vois. On est vraiment entre les deux. Et surtout, une ambition, c'était que le choix du joueur influence directement le destin des personnages. Toi, chez Supermassive Games, tu avais fait qu'Until Dawn, je crois. Que Until Dawn, tout à fait. C'est ça. Donc Until Dawn, qui est une exclusivité PlayStation, car à l'époque, le studio travaillait avec le PlayStation, ils se sont émancipés de Sony et maintenant ils sont indépendants. Il n'y avait pas eu un remake Until Dawn? Il est déjà sorti ou pas? Il y a un remake que j'ai fait d'ailleurs et que j'ai déjà écrit et qui est prévu pour Halloween. Excellent. Petit teasing. Un petit peu teasing. En fait, j'ai déjà chroniqué 2 Dark Pictures, je crois, à Halloween, et cette année, ils n'en ont pas sorti, ce qui m'a emmerdé. Et donc, du coup, j'avais prévu Until Dawn, que j'ai fait après Halloween, et je me le suis gardé de côté. Et ils en sortent pas un cette année pour Halloween? Bah non, du coup, ils viennent de le sortir là. Ah, d'accord, ils l'ont sorti en avance. Okay. Donc, c'est un peu un tir dans l'eau quand même. C'est dommage, ouais. Donc la première saison était composée de 4 épisodes. Il y avait le tout premier, Man of Medan, qui se passait sur un bateau hanté, Little Hope, qui se passait dans une ville hantée, House of Ashes, qui se passait dans des souterrains en Irak, où on se faisait courser par des créatures, et enfin The Devil in Me, qui se passait sur une île hantée. Une île pas hantée, où on avait un tueur en série au cul, en gros. En Y. Chaque épisode abordait une thématique horrifique différente, allant des fantômes aux créatures souterraines, en passant par les tueurs en série, je l'ai dit à l'instant. Même si la qualité variait d'un opus à l'autre, la formule restait relativement identique. Beaucoup de cinématiques, des QTE, des dialogues à choix multiples et une forte rejouabilité, surtout une forte inspiration au cinéma d'horreur classique. Est-ce qu'il y a, je crois que tu l'as déjà dit dans les chroniques, c'est pour ça que ça me parle, un système d'embranchement à la D3 Become Human avec plusieurs fins, etc. Ah, complètement, en fait. C'est-à-dire, on peut terminer le jeu avec tous nos persos qui meurent. Au contraire, tous les persos qui survivent. On peut en perdre un ou deux. Et c'est les choix qu'on va faire qui vont avoir une influence sur la suite du jeu. Donc, on va avoir des choix normaux, des QTE bien sûr, mais aussi certains choix qui peuvent paraître anodins, qui vont totalement changer le destin d'un personnage à la fin du jeu. Et ça, c'est un peu plus vachard, c'est genre on te propose un verre en début de partie, tu dis oui, et à la fin, le verre a été empoisonné et tu crèves comme une merde. Donc, oui, d'accord. C'est un exemple qui n'est pas dans le jeu, mais voilà, pour donner une idée. Et malheureusement, cette saga de jeux donc commençait à s'essouffler avec une sortie annuelle. Et franchement, j'avais peur qu'elle devienne un peu comme les productions Telltale en son temps, qu'elle devienne lassante, car forcément, plus on sort de jeux et plus la formule ne change pas, plus on s'ennuie et moins les gens vont acheter. Surtout que Telltale, ils en ont perdu vraiment avec le temps. Je pense que leur prime, c'était The Walking Dead, non? Oui, tout à fait. Ils n'ont jamais rien fait de mieux. Voilà, après Walking Dead, ils ont sorti des petites pépites, comme The Wolf Among Us, et j'ai pas aimé du tout Tales from the Borderland, Game of Thrones était sympa, mais ils en ont perdu de toute manière. En fait, ils ont jamais fait mieux que ces jeux-là, et j'avais un peu peur que ce soit le cas, parce que je sais pas si tu te souviens de ma chronique de The Devil in Me, où j'avais été déçu du jeu, en fait, j'avais trouvé que ça se répétait, et que ça manquait, on va dire, d'audace. Et là, justement, avec Directive 8020, en fait, le studio cherche clairement à faire évoluer la formule. Donc, ce nouvel épisode représente un tournant, à mes yeux, assez important dans la série, autant dans son ambiance que dans sa structure de gameplay. Le studio ne se contente plus de reproduire le schéma des précédents jeux, il tente ici de moderniser l'expérience et de proposer quelque chose de plus ambitieux. Donc pour ce nouvel épisode, donc fini l'épisode contemporain, déjà, cette fois, c'est un univers de science-fiction. On est dans le futur. Donc c'est de la SF horrifique, fortement inspiré des films comme Alien, The Thing. Voilà. Tant qu'à s'inspirer, autant choisir les meilleurs. Complètement, et c'est ce qui m'avait un petit peu marqué. Alors j'ai très peu vu du jeu, par contre j'ai vu cet aspect science-fiction qui m'a étonné pour cette saga horrifique. Je trouvais que c'était un bon parti pris. Est-ce que c'est pas un peu générique par contre en termes de graphisme, enfin de direction artistique plutôt? Alors j'en parlerai après tout à l'heure justement, parce que j'ai un petit passage là-dessus. Au niveau du synopsis, donc c'est la Terre est au bord de l'effondrement et l'humanité cherche désespérément une nouvelle planète habitable. Un vaisseau nommé Cassiopeia est envoyé vers un système lointain afin d'explorer donc cette potentielle nouvelle maison pour l'espèce humaine. Mais évidemment,
tout ne va pas se passer comme prévu, parce que sinon ça serait pas drôle. Hein. Imagine Évidemment. jouer à un jeu où tout se passe bien. Enfin, tu vois, clairement, c'est vous faites quoi ? Bah, on avance, on est en train de regarder des tout fleurs. Va bien, c'est génial, quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde nous aime. Exactement. Rapidement, l'équipage donc découvre qu'une mystérieuse forme de vie extraterrestre se cache à bord du vaisseau. Une créature capable d'imiter parfaitement les êtres humains de cette grosse structure et qui sème progressivement la paranoïa parmi les survivants. Donc personne ne sait réellement qui est encore humain et qui a déjà été remplacé. Et cette idée de méfiance permanente fonctionne particulièrement bien et ça donne vraiment naissance à plusieurs scènes très réussies. Hein. Des méfiances entre les personnages, tu veux dire ? C'est ça, parce qu'en fait... Un peu à la The Thing, du coup ? C'est complètement ça. En fait. C'est ça complètement The Thing dans un vaisseau tu... spatial. Hein, c'est exactement ça. Okay. Et du coup, l'atmosphère est oppressante. Donc, on est sur du huis clos spatial. On va entendre des craquements dans le vaisseau spatial. Et je trouve que ça apporte quand même un vrai souffle de nouveauté à la licence. Après, tu le disais tout à l'heure, est-ce que c'est générique ? C'est du déjà vu, c'est du revu dans la science-fiction. Les décors du vaisseau spatial sont jolis, mais sans être transcendants. On va pas avoir cette froideur métallique qu'on va retrouver dans Alien ou un Event Horizon. On est plus sur un côté un peu à la Prometheus, tu sais, le vaisseau qui ressemble un peu à une grosse arche en fait. Et du coup, ça en fait un décor qui est très lisse. Alors après, ça contrebalance pas mal avec la créature polymorphe qui est un petit peu dégueulasse, hein, faut dire ce qui est. Mais j'avoue que ça manque d'identité visuelle et de parti pris intéressant. Parti pris, ouais. C'est ce que j'allais dire. Quand on consomme comme moi beaucoup d'œuvres de science-fiction, c'est vrai que c'est difficile d'être surpris maintenant. La dernière fois que j'ai vraiment été surpris avec des architectures de fou et tout, c'était vraiment dans Warhammer, où là c'était des choses que j'avais pas l'habitude de voir. Mais maintenant on a tendance à retrouver souvent les mêmes choses qui reviennent. C'est la planète un peu violacée, une éclipse qui va éclairer en orange un panorama, des espèces je vais appeler ça l'effet Apple aussi au niveau du vaisseau, c'est que le vaisseau il a un côté très aseptisé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as le côté, quand j'ai regardé les vidéos, je sais plus pareil où ça avait été annoncé, mais ça m'avait intrigué. Et je trouve que t'avais ce côté même dans l'architecture des bâtiments à l'intérieur, le côté très blanc, très laboratoire, un peu comme le laboratoire, tu vois, de Resident Evil, très clean. Ou un peu à l'esthétique de Detroit Become Human aussi, très futuriste, très clean. Exactement. Ça m'avait fait penser à ça. Et ça, toi, c'est quelque chose qui était à la mode il y a quelques années, mais maintenant... Ça commence à vieillir. Ouais, je trouve ça un petit peu ringard, en fait. Donc, après, c'est toujours bien d'avoir un vaisseau qui est propre et de le voir au fur et à mesure changer, ça c'est cool, mais ça n'empêche que ça manque de quelque chose, en fait. Ça fait un peu c'est de la SF saut 2010, tu vois. Ouais, clairement. Le jeu, par ailleurs, est également présenté comme le premier épisode donc, de la saison 2 de l'anthologie de Dark Pictures. Pour le moment, 4 jeux seraient prévus, même si Supermassive semble vouloir aujourd'hui s'éloigner légèrement de cette logique de saison, afin d'éviter que les gens s'imaginent que s'ils n'ont pas joué aux autres jeux, celui-ci leur conviendrait pas, c'est tout à fait logique. Donc maintenant, ce n'est plus écrit The Dark Picture Anthology, c'est plus marqué saison 1 ou quoi que ce soit, c'est juste écrit sur la boîte, par exemple, Directive 8020, en fait. C'est pas plus mal, je trouve, hein. En termes de lisibilité. C'est pas plus mal au niveau de la lisibilité. Après, quand t'es comme moi, collectionneur, et que t'as toutes les boîtes... Ah oui. Ça fait un peu chier, tu vois. Après, la grosse évolution concerne clairement le gameplay. Jusqu'ici, les Dark Pictures étaient avant tout des films interactifs déguisés en jeux vidéo, comme beaucoup de jeux du genre. Hein. On passait énormément de temps à regarder des scènes cinématiques. On pouvait avancer d'un lieu à l'autre avec son personnage, avec des options contextuelles qui apparaissaient. On avait également des QTE par moment pendant les scènes de tension. Et éventuellement, tu sais, des passages où tu devais retenir ton souffle ou des choses comme ça, en rythme, un peu comme un jeu musical. Mais au-delà de ça, c'était uniquement ça, Dark Pictures, si tu veux. C'était vraiment le strict minimum en termes de gameplay. Est-ce que ça suffisait ? Est-ce que c'était ça finalement l'ADN de la saga ? Justement, c'était ça l'ADN de la saga. Et cette fois, le jeu propose davantage de séquences jouables. Donc maintenant, l'exploration est plus poussée, les environnements sont plus ouverts, même si on est dans un vaisseau. Hein. Et surtout, de nouvelles mécaniques font leur apparition. Donc on va retrouver par exemple plusieurs phases d'infiltration, donc ce qui est très très nouveau dans le jeu, hein, où il faut éviter les créatures et progresser discrètement dans les couloirs de vaisseau. Donc quand on va avancer, par exemple, on va être à un endroit, la porte est fermée, on va devoir éviter les créatures pour activer le bon interrupteur, revenir à sa place et tout. Enfin, tu vois, il y a un vrai... Alien Isolation, du coup, un peu ? Alors, ils ont tenté de faire un peu du Alien Isolation, donc sans, bien sûr, arriver à ce niveau-là, mais au moins, je trouve qu'ils ont tenté de faire quelque chose.
Donc c'est bien alors. Tu veux dire qu'ils ont changé un peu la formule dans le bon sens du terme. Voilà, ils ont un peu changé la formule dans le bon sens, tout à fait. Le jeu intègre aussi quelques rares combats, hein, donc c'est assez simple, hein, mais il renforce aussi l'impression d'être réellement impliqué dans l'action. C'est-à-dire là, on n'a plus que les QTE, tu sais, appuyer au bon moment quand on se fait attraper ou quoi que ce soit. Là, on peut être proactif. Si l'ennemi est proche de nous, on a une espèce de matraque électrique, on peut lui mettre un coup sur la tronche pour pouvoir se barrer et l'éviter, au moins sur un court laps de temps. Et je trouve que cette évolution est probablement la meilleure décision prise par le studio, car depuis le début de l'anthologie, et surtout déjà avec le 3e épisode, on sentait que la série évoluait ainsi. Dans l'épisode 3, déjà, on avait la possibilité de tirer sur des ennemis, on avait la possibilité de se balader un petit peu plus pour observer en fait. Ouais. Sur l'épisode 4, bon, qui est moins bon, mais on avait encore d'autres améliorations si tu veux. Le problème c'est qu'on était vraiment dans un endroit trop restreint et ça ne bénéficiait pas au récit si tu veux. Et là du coup on va se retrouver avec un rythme bien meilleur parce que comme on est dans des pièces plus grandes et qu'on a un lieu plus vaste en fait, la partie exploration est plus logique. On va se réveiller dans le vaisseau, il s'est passé des choses, et du coup, on va, entre guillemets, enquêter dans ce vaisseau, en fait. Ok, intéressant. Et donc, ça nous paraît, en tout cas, moi, ça m'a paru d'être moins passif devant cette expérience. Là où d'anciens épisodes, en fait, donnaient parfois l'impression d'être devant une série Netflix, notamment au niveau du scénario, hein, j'en parlerai tout à l'heure, je trouve que le jeu, il cherche davantage à devenir un véritable jeu d'horreur narratif. Donc, ça ne révolutionne pas du tout, pas complètement la formule, mais je trouve que l'évolution est suffisamment importante pour être soulignée. Le système de choix aussi a évolué. Hein. Le jeu introduit maintenant une mécanique appelée Turning Point. Clairement, c'est ce qu'ils ont fait dans D3. C'est quand tu termines et que tu réponds à des questions, des choses comme ça, tu as la possibilité de retourner en arrière pour sélectionner les embranchements. Ok. Donc c'est pas aussi poussé que dans D3 parce que le jeu déjà est beaucoup plus court, c'est clair, et puis il y a moins de possibilités, mais ça n'empêche que ça facilite la rejouabilité, ça encourage à découvrir plusieurs versions de l'histoire, mais là où c'est intéressant, c'est pour les comme toi, les complétistes et les collectionnistes aigus de trophées platine. Du coup, c'est plus facile parce que ça évite de se refaire le jeu à chaque fois de zéro. En fait, tu peux juste repartir sur les segments qui t'intéressent. Oui, parce qu'en effet, cette rejouabilité où il fallait tout reprendre à zéro, ça peut avoir un effet quand même un peu, non encourageant. Enfin, c'est pas encourageant, surtout si, comme tu le dis au début, le verre l'eau empoisonnée du début que tu n'avais pas anticipé, si tout n'est pas anticipable, en effet, tu laisses beaucoup de place à la RNG, à la chance, à l'aléatoire, et ouais, c'est compliqué en termes de rejouabilité. Là, faire ce petit retour en arrière, je trouve que c'est pas mal. Et surtout, c'était très difficile pour les gens de platiner le jeu et même d'avoir des trophées. Hein. C'est parce que c'était extrêmement chronophage et le faire sans Solus était franchement super compliqué. Là, c'est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière, on rechoisit ses embranchements. Si jamais on oubliait des petits collectibles, on peut aller refouiller. Et ça permet peut-être aussi de donner aux gens l'envie d'être collectionneur. En fait. Oui, bien sûr. Un autre changement qui est un peu marquant dans le jeu, en fait, qui concerne le conservateur. Car depuis Man of Medan, en fait, ce personnage mystérieux incarnait littéralement le cœur de l'anthologie. Donc, il était présent entre chaque chapitre. Il commentait les actions du joueur, donnait quelques indices et apportait, une ambiance assez particulière à la série, comme si on faisait un petit débriefing. Alors, il est mort, tu vois, et on était en train de parler. Donc, il était dans son immense bibliothèque gothique et tout, et c'était, pour moi, devenu l'élément iconique de la saga Dark Pictures. Et dans ce nouveau jeu, le conservateur est beaucoup en retrait, en fait. Ah, ok. En gros, il n'apparaît quasiment pas. Et pour te dire, pour le voir, il faut, on va dire, c'est plus de la quête annexe, tu vois. En gros, pour avoir sa cinématique à lui, tu peux ne pas le voir en fait. Voilà, tu peux vraiment pas le voir. Il faut trouver les bons documents au bon endroit pour débloquer cette fameuse cinématique. Donc, moi, clairement, c'est quelque chose qui m'a embêté, mais d'un côté, ça ouvre une porte plutôt intéressante pour la suite. Donc, c'est un choix qui est très surprenant, qui m'a un peu déçu quand même, car ça retire une partie de l'identité propre à l'anthologie. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'ils essayent de s'émanciper, tu vois, de ce fameux, de ce système de saison. Tu vois, comme ils ont oui, et puis inventé. Un peu d'héritage de la saga, j'ai l'impression, parce qu'ils enlèvent le nom Dark Pictures, ils changent quand même un petit peu la formule. Si tu dis qu'ils occultent un peu le conservateur, ça donne en effet le sentiment de s'extraire un petit peu de la saga, quoi.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'acteur qui joue le conservateur est décédé, malheureusement, entre les deux jeux. Donc, c'est peut-être lié à ça aussi, tu vois. Mais le fait qu'il y ait cette cinématique-là, bah, moi, je me dis qu'il pourrait peut-être se passer quelque chose par la suite, en tout cas. Après, malgré cela, le jeu commence enfin à développer un véritable fil conducteur entre les différents épisodes. Donc jusqu'ici, tous les jeux Dark Pictures étaient vraiment indépendants, hormis le conservateur. Et on avait quelques références, tu sais, discrètes ici et là. Et ben maintenant, j'ai l'impression que le jeu, en fait, semble vouloir aller plus loin en introduisant certains éléments narratifs qui seraient susceptibles de connecter à la fois les futurs épisodes entre eux, mais également certains épisodes passés. Donc pour le moment c'est très subtil, hein, vraiment tu peux y jouer sans avoir fait les autres, c'est pas grave, mais quand tu connais en fait tu vas sentir quelque chose. Et là-dessus je pense que Supermassive prépare quelque chose de plus vaste pour cette seconde saison. Ambitieux. Voilà, certains documents, certaines références ou même certains s'ils réutilisent de temps en temps les mêmes acteurs d'un jeu à l'autre. Alors pas tous les mêmes acteurs, mais certains acteurs reviennent en fait. Et quand on voit la finalité de ce jeu, bah, tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose. Et est-ce qu'au sein d'une même saison, les jeux ont un lien important ou ténu entre eux ? Rien du tout. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça. Et que là, dans ce jeu-là, moi, j'ai vu quelques liens, principalement avec un jeu que j'aime beaucoup de la saison 1, en fait. Donc après, est-ce que c'est juste du clin d'œil pour l'instant ou c'est une réelle volonté de faire un truc cohérent et interconnecté ? Donc là, je sais pas, on le saura plus tard. Mais en tout cas, si c'est le cas, bah, moi, ça m'emballe beaucoup. Ouais, il faudra nous dire ça du coup, parce que l'analyse est intéressante. Tu vois, là, je suis curieux de savoir. Donc, à voir. Après, bon, il y a des choses qui vont pas trop dans le jeu. Déjà, le plan technique. Moi, je suis un peu mitigé. C'est un jeu, comment dire, donc ils utilisent un nouveau moteur graphique. Ils proposent également une mise en scène. Ils essayent de faire une mise en scène plus ambitieuse et ça se ressent. Les environnements spatiaux, donc bien que trop lisses à mon goût, mais là, c'est purement subjectif, sont quand même réussis. On a certains effets de lumière qui sont malgré tout impressionnant, et des animations faciales, même si elles ne sont pas équivalentes entre les personnages, sont bien plus naturelles qu'auparavant. L'ambiance sonore aussi est très cool, mais par contre, c'est côté évolution technique, bah, le jeu s'accompagne aussi de plusieurs problèmes. J'ai constaté quelques ralentissements par-ci par-là, surtout dans certaines scènes plus chargées visuellement. Donc rien de catastrophique, mais ça casse quand même parfois l'immersion. Surtout dans un jeu qui cherche autant à miser sur le rythme et l'attention, c'est quand même un peu dommage quand t'as quelques pertes de framerate. Ah bah oui, bien sûr. Donc j'ai remarqué aussi quelques bugs d'animation, certains personnages ayant parfois des expressions étranges. J'ai un de mes persos qui a perdu tous ses vêtements pendant une scène. Donc ça m'a fait bizarre d'avoir un perso le cul à l'air juste d'avoir mon perso le cul à l'air juste devant comme ça. Ça a duré une scène, mais bon voilà, donc c'est pas dramatique, mais ça rappelle que Supermassive reste un petit studio indé. Ils sont un peu à la peine également en ce moment, ils ont dû licencier du personnel et tout, ils sont un peu en galère et du coup voilà, ça joue peut-être sur le développement. Encore une fois, je l'ai acheté Day One. Peut-être qu'il y aura des patchs pour améliorer ça. C'est pas injouable, mais c'est à souligner. Autre défaut aussi à mes yeux, je trouve que le jeu souffle encore certaines faiblesses d'écriture. Donc c'est souvent le cas avec le studio. Il y a un côté, je vais pas dire nanar parce que c'est pas le cas, mais tu sais, il y a un côté très, comment dire, très cliché. Série B. Voilà, très cliché, très série B sur certaines choses. Les personnages ne sont pas tous intéressants, forcément. Certains membres de l'équipage tombent parfois dans des clichés très 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 classiques du cinéma horrifique. Les dialogues sont souvent assez inégales et certaines réactions peuvent sembler un peu crédibles dans certains embranchements, tu vois. Tu sens qu'ils avaient envie de faire tel embranchement et là du coup ça colle, mais quand tu prends une autre direction, tu te dis ils n'ont pas anticipé à ce point-là. Et ça c'est dommage. Le début de l'aventure aussi que j'ai trouvé assez poussif avec son système de flashback. Tu sais, tu vas jouer après l'incident, avant l'incident et ainsi de suite. Donc ça m'a beaucoup fait penser à The Casting of Frank Stone que j'avais testé d'ailleurs. Et même si le gameplay a été enrichi, je trouve que certaines séquences d'exploration deviennent un peu longues et cassent un peu la dynamique de l'histoire. Mais ça, c'est plus quand on arrive vers la fin du jeu. Je trouve que j'ai l'impression que le jeu veut parfois trop ralentir pour installer son ambiance. Mais tu sais, c'est un peu la technique de l'élastique. Tu sais, à force de trop tirer sur l'élastique, à un moment, c'est un élastique 15 XL. Tu vois. Il faut aussi, il y a certains éléments qui ont disparu. Donc, je disais tout à l'heure, le conservateur. Mais aussi, un autre truc qui m'a embêté, c'est qu'il n'y a plus les fameuses images prémonitoires. Avant, dans le jeu, quand on se baladait, on retrouvait des collectibles et on voyait une prémonition sur une mort potentielle d'un collègue, en fait. Pour t'aider à l'éviter. Mais des fois, tu pouvais voir la mort potentielle d'un collègue dans un autre jeu.
Ce qui était marrant, par exemple, dans le 3e jeu, C'est tu drôle, voyais ça. un personnage mourir que tu connaissais pas, et en fait, c'est un personnage que tu allais rencontrer dans le jeu d'après. Excellent. Donc c'était cool, mais ça, malheureusement, ça a disparu. Et ça encore, ça enlève un peu de l'ADN de la saga, tu vois. Et enfin, même si l'univers spatial apporte énormément de fraîcheur, et ça c'est vrai, le jeu puise énormément donc dans des classiques, Alien, The Thing, Dead Space également dans le jeu vidéo, mais ces références sont tellement nombreuses que du coup je trouve que ce Directive 8020 manque parfois de personnalité propre. L'ambiance fonctionne très bien, vraiment bien, ça, il n'y a pas de débat là-dessus, mais il y a un côté très film de seconde zone, tu vois. Ah oui. Donc malgré ses défauts, Directive 8020 est l'épisode le plus ambitieux de toute la licence. Supermassive prend enfin des risques et tente réellement de faire évoluer sa formule plutôt que de simplement la répéter le même modèle année après année. Les 2 ans qu'ils ont mis en plus pour développer ce jeu, donc on sent qu'ils l'ont utilisé à bon escient. Et le mélange entre horreur psychologique, science-fiction et gameplay plus dynamique fonctionne vraiment globalement bien. Le jeu réussit surtout à redonner de l'intérêt à une licence qui commençait quand même sérieusement à tourner en rond après The Devil in Me, et on sent que le studio a pris le temps d'écouter aussi les critiques des joueurs afin de moderniser son approche, et je trouve que cette volonté de changement mérite clairement d'être saluée. Si les prochains épisodes de cette seconde saison continuent dans cette voie, tout en corrigeant les défauts techniques et narratifs de ce premier chapitre, alors je pense que Supermassive pourrait enfin réussir à passer The Dark Picture Anthology à un autre step, tu vois, à passer vraiment à un niveau au-dessus. Un level au-dessus, ouais. Exactement. Et donc, pour le coup, Directive 8020, ce n'est pas seulement un nouvel épisode, c'est surtout une véritable transition pour la licence, un épisode charnière qui tente de conserver l'ADN des anciens jeux, tout en préparant l'avenir de la saga, et même si tout n'est pas encore parfaitement maîtrisé, cette évolution donne clairement envie de voir ce que le studio nous réserve pour la suite. Par contre, par pitié, sortez ça à Halloween, en fait. Sortez pas ça comme ça en plein mois de mai. Enfin, je veux dire, en plein mois de mai, on arrive au printemps, on a envie de voir des trucs un peu plus ensoleillés et tout. Ouais. Voilà, j'ai pas envie d'être enfermé dans un vaisseau spatial, en fait. J'ai envie de jouer à du gros blockbuster qui tâche. Et ça, c'est dommage parce que du coup, je pense qu'ils ont vraiment loupé une sortie par rapport à ça. Le jeu est à 39,99, il est pas cher, mais je pense qu'il va passer sous les radars à cause de ça. Il y a un Todd qui est sorti un Yoshi qui est sorti sur Switch. Oui. Il y a James Bond qui arrive, il y a Saros qui est arrivé il y a pas longtemps. Enfin, le jeu, il va être noyé derrière des gros titres, et ce qui faisait que ce jeu se vendait, tout simplement, c'était la date de sortie, en fait, tu vois. Bien sûr, t'as envie de jouer à ton petit jeu d'horreur Halloween normal. Exactement. Et là, du coup, en l'état, je trouve que c'est quand même un coup manqué. Et moi, qui adore ce genre de jeu, tu vois, j'étais moins dans le mood que les autres, tu vois. Parce que j'étais pas dans ce mood Halloween, j'étais dans un mood à faire autre chose. Donc néanmoins, je vous recommande ce jeu si vous aimez les jeux narratifs. Il y en a de moins en moins des jeux narratifs, donc ça reste toujours sympa de les avoir ou quoi. 39,99€, ça va. Si vous pouvez le trouver à moins cher, c'est encore mieux. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez aimé les 4 premiers, vous ne serez pas déçus sur celui-ci. Surtout qu'il est en frontal avec Mixtape, non? C'est pas un jeu narratif? Ouais, aussi, il est en frontal avec Mixtape, mais là après, c'est pas vraiment la même ambiance. Non, mais c'est plus estival, justement, j'ai l'impression. C'est plus estival, mais on est plus dans l'ambiance, tu sais, comme le jeu que j'avais pas aimé, là, Blood and Rage, tu vois, avec donc après teenage, voilà, très teenage, amourette et tout, donc ça c'est pareil, le côté cucu à la Dawson, faut aimer en fait, tu vois. Donc voilà, on est dans un style différent, mais ça n'empêche qu'ils sont en frontal tous les deux aussi, et des fois, si tu dois faire ça en couple, je pense que tu vas peut-être plus y trouver du plaisir sur Mixtape, du coup, parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, que là on est plus dans un jeu de niche, en fait. Et puis c'est plus saisonnier en plus. Moi c'était plus par rapport à la saison où je trouve que c'est plus adapté, quoi. Complètement, tout à fait. C'est comme si tu sortais Vaiana en décembre, en fait, tu vois. Ça dépasse l'entendement. Maintenant on va attaquer ton sujet hors sujet. Et quel est-il, Kira, du coup? Une série télé à la saison 3, un manga que tu as bien aimé. Un animé qui s'appelle Fire Force, tout à fait. Fire Force, tout à fait. Donc, on va mettre tout de suite la musique et on se retrouve juste après. D'accord. Allez. Et donc Fire Force, c'est un animé comme tu l'as dit, tu as bien résumé, 3 saisons, ça vient de se terminer sur Crunchyroll. C'est adapté d'un manga, bien sûr, puisque c'est un animé. Et le studio qui a derrière cet animé, Kira, c'est David Productions.
Donc c'est un studio fondé par des anciens cadres du studio Gonzo, qu'on aime bien en termes de studio animé. Ouais, un studio. Et qui a fait surtout Jojo Bizarre Adventure, donc on est tout à fait dans un fil rouge qui se tient, Kira. Ça se tient. Ça se tient, et un studio de qualité, puisque Jojo Bizarre Adventure... Voilà, exactement. Et puis, oui, c'est vrai que ça toujours... Enfin, la plupart des pépites de ce studio marquent les esprits, en tout cas. Tout à fait. Et donc, l'auteur de ce manga initial, il s'appelle Atsushi Okubo. Il est très connu pour son manga animé Soul Eater. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Oui, non seulement j'ai vu, en plus j'ai les DVD Soul Eater. Et ben là, c'est le même gars. Tu vois ? D'accord. Avec un univers, je trouve, un petit peu plus sombre, très ancré dans... Soul Eater, c'est très shonen. Hein. Ouais, c'est très shonen. Bon, là aussi, on est sur un gros shonen. Hein. Ce sera d'ailleurs un peu le sens de ma chronique. D'accord. Mais on est quand même sur quelque chose d'un peu plus sombre, tu verras quand je parlerai du propos. Très urbain, très contemporain quand même. Et Soul Eater, il a cet avantage d'avoir un côté esthétique très reconnaissable, très marqué. Et là, c'est peut-être un peu moins le cas sur Fire Force. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y avait des styles esthétiques sur Soul Eater, genre le mec qui tournait et qui tirait avec ses flingues, il utilisait les petits doigts ou des choses comme ça. Il y avait énormément de boobs. Est-ce qu'il y a toujours des boobs Il y a toujours des boobs. Donc c'est un animé de qualité. C'est un très bon animé. Au-delà des boobs, c'est un très bon animé. Et le défi majeur de cette production, c'est le traitement du feu de façon esthétique, parce que les équipes ne voulaient pas un rendu en 3D classique, ils voulaient privilégier une animation 2D hybride pour que chaque flamme soit naturelle et sa propre trajectoire, si je puis dire. Sachant que c'est un vrai défi, parce que dans Fire Force, il y a quand même le mot fire, parce que le feu est très présent. Et je vais citer du coup l'auteur qui explique un petit peu ce qu'est sa série Au travers du feu, justement. Donc je cite: le feu est un élément fascinant car il incarne à la fois la destruction absolue et le point de départ de la civilisation humaine. Je voulais créer une œuvre où la peur du feu se mêle à sa sacralisation. Et ça, en une phrase, je trouve qu'on résume presque toutes les thématiques de l'animé. Donc ça se tient, et c'est une phrase vraiment qui est pleine de valeur. Et si vous regardez l'animé, pensez-y et ayez cette phrase en tête, parce que vous allez voir que ça vous donne même des petites pistes de réflexion autour de la série. Et le réalisateur de l'animé, Yuki Yase, disait lui: nous ne voulions pas simplement dessiner du feu, nous voulions lui donner un son, une texture unique pour chaque personnage, avec un sound design qui frappe vraiment le téléspectateur, enfin le spectateur. Et le sound design, disons-le, orchestré par Yasumusa Koyama, c'est Kira, le premier élément qui m'a fait accrocher à cette série. C'est que le sound design, il est vraiment exceptionnel. Tu ressens la puissance des coups, et c'est hyper important, tu vois, dans un shonen, de ressentir les choses. La puissance, ouais, c'est clair. Tu ressens la puissance, tu ressens les explosions, les propulsions, les personnages qui se propulsent, parce que Shinra, le héros, il se propulse avec le feu. Enfin voilà, t'as le bruit des armes, tout ça. Encore une fois, soyez très attentifs à ça si vous écoutez la série, parce que je trouve vraiment que c'est un des très grands éléments forts de Fire Force en animé, c'est cette partie design. Et tu sais, quand on faisait la chronique de Monster, on parlait justement des éléments différenciants entre une série animée et un manga. Ouais. Et bah le son, c'est vraiment un des éléments. Ouais, c'est le sound design, en fait, c'est vraiment ce qui donne cette vie à tout ça, en fait. Hein. Ça donne vie au manga, du coup. Et l'animé, du coup, Fire Force tire, je trouve, extrêmement bien parti de ce médium qui est différent du manga de base. Et il le sublime, parce que souvent avec les mangas et les animés, on parle de l'animation, etc. Et là, l'animation est très bonne. Mais j'ai encore plus relevé la partie son qui était pour moi très importante. Donc le pitch, de quoi qu'on parle dans Fire Force, Kira? Un mec qui fait du feu. Un mec qui fait du feu, tout à fait. Nous sommes même dans un monde post-apocalyptique où l'humanité a été décimée dans un grand cataclysme. Donc là, on peut avoir des réminiscences d'Evangelion. On est un peu dans cette idée-là. Okay. Et les survivants se sont regroupés dans l'Empire de Tokyo. Donc là aussi, on peut penser un petit peu à Evangelion.
Pour l'instant, c'est un peu cliché quand même. C'est très cliché. C'est le côté ville-dôme protégée de créatures extérieures et tout. C'est très très cliché. Simplement, pense ça à Evangelion, tout ce qu'on connaît de ça qui a été repris beaucoup, avec par contre une esthétique beaucoup plus colorée et un peu steampunk. Ou même des fois ça mélange un peu de fantasy, etc. Tu vois, t'es pas dans de la... Ouais, c'est un melting pot de plein d'influences en fait. Ouais, t'es pas dans de la hard SF comme on a pu le voir avec Evangelion. Là, on est plus sur quelque chose de très coloré. Pense à Soul Eater aussi, tu vois, très coloré, très urbain quand même. Et le côté sombre dont je parlais au début, c'est plus basé sur l'aspect urbain parfois, les thématiques, parce que dans cet univers, la grande peur quotidienne presque des habitants, c'est la combustion humaine spontanée, où les gens, d'un coup, vont se transformer en torches humaines. Et littéralement, c'est des zombies en feu, tu vois, faut imaginer un petit peu ça. Et il y a des brigades spéciales, des Fire Force, donc les pompiers, clairement, c'est dans le titre, encore une fois, qui, eux, sont des pompiers où tu mélanges un peu le militaire, le clergé et l'aspect très bête du pompier qui doit éteindre les incendies. Donc, il y a 8 brigades qui doivent éteindre les torches humaines, intervenir sur ces événements de combustion humaine spontanée. Et on découvre un petit peu au travers de l'histoire qu'est-ce qu'il se cache derrière, avec notamment l'église du Saint-Soleil qui voue un culte, elle, pour le feu, et qui vont rentrer en fight avec la Fire Force, du coup. D'accord. Donc les thématiques. Le feu, on le dit, évidemment, je l'ai dit, avec cette approche du feu, comme il l'évoquait le monsieur que j'ai cité tout à l'heure, avec cet aspect destruction et résurrection, ou même purification. Et ça renvoie au shintoïsme. C'est vraiment cette vision qu'ils ont. Oui, ça fait partie de leur religion, tout à fait. Ouais, ça fait complètement partie de la religion, où le feu n'est pas que destruction, il est aussi purification, création, renaissance, cette idée de renaissance, et de se débarrasser des souillures. Donc tout ça, c'est vraiment des renvois au shintoïsme. Crève souillure et tu crames, c'est ça en fait. C'est complètement ça. Et mélangé à ça, des thématiques aussi assez occidentales, parce que l'église du Saint-Soleil que je citais renvoie plus à une vision du christianisme. Donc ça mélange ça avec en même temps un culte autour du soleil, du feu, et Amaterasu, qui est une déesse japonaise, en effet, shintoïste, où elle est représentée par un réacteur nucléaire. Donc tu vois, ça renvoie là aussi évidemment à la puissance de chaleur, quoi. La puissance de la chaleur, la puissance de l'énergie, et aussi évidemment à ce que ça peut engendrer. Voilà, on connaît le passé du Japon avec le nucléaire. Donc voilà, tout ça se mélange un petit peu pour faire quelque chose de vraiment très sympa en termes de mécanique. Il y a beaucoup à réfléchir sur l'appréciation que l'on a du feu du coup dans cet univers. Pour le reste, que Kira, on est sur du shonen, mais en fait on est sur du shonen pur jus. On est sur l'archétype, le stéréotype presque du shonen. Et tu te rappelles, il y a 2 semaines, quand je parlais de Hunter x Hunter, je disais que c'était un shonen qui était plus disruptif, qui cassait les codes, qui osait utiliser le temps long, qui des fois te teasait un combat qui arrivait finalement pas, qui était résolu d'une autre façon. Ouais. Un shonen qui prenait le temps d'expliquer les choses, etc. Fire Force, c'est son strict opposé. On est sur un shonen qui remplit toutes les cases du shonen, avec du combat, des rangs. Les Fire Force ont plusieurs rangs. Donc, tu as les premières générations où là, c'est vraiment les torches humaines, c'est les gens qui prennent feu. Tu as les deuxièmes générations où ce sont eux qui manipulent le feu. Donc, c'est plus les Fire Force qui seront défensifs, tactiques, etc. Tu as les troisièmes générations qui, eux, vont pouvoir créer et manipuler. Donc, tu vois, tu as ce système un petit peu de hiérarchie dans la gestion des pouvoirs, qui est évidemment très très shonen. Je t'avoue, j'ai de plus en plus de mal, moi, avec ce système narratif du shonen qui est très balisé, codifié. On va dire codifié, voilà. Ouais, exactement. Et peut-être que Fire Force ne sera pas pour toi, parce qu'on est vraiment dans ce shonen extrêmement balisé, extrêmement codifié. Néanmoins, pour ceux comme toi qui en ont un peu soupé, non, passe ton chemin. Mais par contre, pour ceux en effet qui adorent ça, c'est un shonen. Ouais, ça coche, je te dis encore une fois, vraiment toutes les cases.
les héros, les power-up, les mecs ultra badass, ultra puissants, les méchants assez charismatiques, mystérieux, etc. Enfin, vraiment toutes les cases sont cochées, à tel point que moi je l'ai appelé dans ma chronique Fire Force le bon élève des shonen, parce on est vraiment, tu vois, dans du Bleach, du Fairy Tail, enfin voilà, tout classico-classique, quoi. Tout ce qu'on connaît, classico-classique. Les fulgurances, néanmoins, ça a l'air beau. C'est beau, c'est très beau. L'animation est très belle. En termes de fulgurance, 3 saisons sur un shonen comme ça, je trouve que c'est bien. Le rythme est excellent. Les enjeux sont clairement posés, c'est simple. On sait vers quoi on va, on sait où il nous emmène, c'est limpide. Il y a des zones de mystère tout le temps, mais tu vois, qui te perdent pas, qui plutôt t'accompagnent à rester. Pour te donner envie, en fait. Exactement. Il y a le personnage d'Arthur, qui est pour moi une très grande fulgurance. C'est un personnage Kira, où en fait, il se moque de tous les enjeux qui l'entourent. Dans sa tête, il est en train de vivre un RPG. Ouais. Et c'est le héros. C'est un peu comme le héros de Yakuza, en fait, c'est Ichiban, quoi. C'est complètement ça, c'est exactement. Le gars est dans sa tête, mais il se crée des trucs, tu vois. Il se dit, il faut que j'aille chasser le dragon parce que je suis le chevalier, tu vois. Mais il n'y a pas de dragon, c'est pas un chevalier. C'est vraiment comme Ichiban de Yakuza qui se croit dans Dragon Quest. Mais du coup, les combats au corps à corps, il les voit au tour par tour, tu sais. Mais Kira, c'est trop drôle. Ouais. À un moment, on est au dénouement final, le gars, il se dit, tiens, j'ai une quête annexe. Et il se barre. Ils sont tous dans la sauce et lui va faire sa quête annexe, tu vois, parce qu'il croit qu'il est dans son jeu. Après, il nous raccorde ça très bien, c'est très bien fait. Mais voilà, en termes d'écriture, petite fulgurance sur Arthur. Et puis Arthur... Cool. Ça évite du héros cliché comme on trouve dans tous les shonen, tu vois. Il y a certaines séries, j'en avais regardé une, je crois que je m'étais arrêté au bout de la première saison parce que le héros, c'était vraiment le cliché du héros de shonen, tu vois. Il est plus fort que les autres, il a un talent caché, il a un pouvoir caché, il a un héritage et tout. Enfin, ça, c'est des trucs qu'on retrouve tout le temps. Et là, le fait d'en faire un mec un peu barré, c'est cool. Ouais, franchement, ce héros, je l'aime beaucoup. Après, t'as le héros Shinra qui, lui, est un peu plus balisé, en effet, avec un destin un peu tragique, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a des fulgurances. Moi, je trouve le rythme exceptionnel, la technique est incroyable. J'ai parlé du son, etc. Encore une fois, je l'ai un petit peu opposé à Hunter x Hunter, mais voilà, il faut pas y voir non plus voilà, il n'y a pas deux écoles pour moi, hein, ça reste tous les deux des shonen de grande qualité, mais Fire Force, vraiment, lui est le bon élève. Hunter x Hunter était plus l'élève un peu fou, tu vois, qui a beaucoup de talent, le génie, quoi. Hunter x Hunter, c'est le génie, Fire Force, c'est le très bon élève. Un petit twist très subtil à la fin, enfin pas si subtil que ça, mais en tout cas... Spoiler. Tu spoil ou pas? Non, je spoil pas. Mais il y a une partie mise en abîme, enfin il y a beaucoup de mise en abîme à la fin, je vais pas spoiler, mais c'est extrêmement plaisant sur plein d'aspects. En somme, je vais pas en dire davantage, parce que finalement, à l'écriture, c'est ce que je me disais, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, parce que c'est très bien. Tout ce qu'il fait, il fait bien. J'ai parlé des thématiques, etc. Et après, il reste plus qu'à savourer, parce que on prend vraiment du plaisir, je trouve, avec Fire Force. Donc allez-y, n'hésitez pas. Je vous recommande chaudement ce shonen qui mise absolument tout sur le plaisir immédiat, sur la simplicité. On y va, c'est beau, profitez, le son est bon, les personnages sont cool, c'est bien écrit, les brigades sont chouettes. Bref, on profite, quoi. D'accord. En tout cas, oui, ça. T'as l'air d'avoir aimé, en tout cas. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça a été ma série que j'ai terminée là pendant mon congé pater. Je l'ai dévorée, c'était chouette. Enfin, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Du coup, c'est donc la fin de ta chronique hors sujet. On est dans les temps. Est-ce que tu as des big up à passer? Alors, on sera encore plus dans les temps parce que je n'ai pas de big up. On n'a pas eu de 5 étoiles avec un petit commentaire parce qu'il n'y a que les 5 étoiles accompagnées de commentaires qu'on voit. Et on n'a pas eu de formulaire, je crois. Donc, est-ce que tu as été voir dernièrement sur Spotify? C'est vrai que moi, je pense jamais y aller. Ça se trouve, il y a peut-être des trucs. Alors, sur Spotify, il y a beaucoup de choses. Vous allez peut-être entendre le clic de ma série. Donc oui, il s'en passe des choses sur Spotify. On a Kark qui nous met toujours son first. Il y a John qui nous fait salut. Il y a Pat qui a fini Earthbound, un RPG qui est très cool. Il attaque Mother 3. Donc Mother 3, c'est génial. Il y a Alura qui a eu un ressenti égal à moi sur Hunter x Hunter. Donc il nous remercie. Enfin aussi sur Spotify, il y a plein d'amour. Il y a plein de trucs sur Spotify. Il faudrait que j'aille voir un jour. Ouais, vas-y, il y a Jérôme, il y a Sully, bref, il y a plein de gens, il y a Benji. Vous êtes très nombreux sur Spotify. Du coup, c'est la fin de l'émission. Je te laisse je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. Et pour conclure, Kira, est-ce que tu sais de quoi tu parles la semaine prochaine?
bonne question. Attends, je vais regarder maintenant dans ce que j'ai noté dans le truc. Et ben moi, pendant que tu cherches, je vais te dire, je vais parler d'un jeu mobile cette fois-ci. Donc voilà. C'est assez rare. C'est genre la 3e fois qu'on en parle. C'est assez rare et c'est pour moi le jeu qui s'adapte le mieux au mobile, au format mobile. Et je vais expliquer pourquoi dans la chronique. Ça sera, je pense que ce sera intéressant. Je peux dire, ça s'appelle Reigns. C'est un jeu qui n'est pas nouveau, ça fait très longtemps que ça existe, mais ils ont sorti leur version The Witcher il y a quelques semaines. Donc je vais parler de tous les Reigns en général, le roi, la reine et The Witcher. Donc 3 épisodes en un. Et ben moi, semaine prochaine, je parle de The Boys, car normalement la série s'est terminée, la série complète, s'est terminée mercredi ou jeudi de mémoire. Donc là, il y a toute la saison, donc je vais me la binge-watcher cette semaine. Et bah trop bien, très beau programme. C'est ce que j'avais prévu. Et en attendant, écoutez, jouez bien à Détective 8020 le QLR, comme on pourrait l'appeler. Voilà, si vous l'avez aussi le bug QLR, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'a fait bizarre. Après, vous savez qu'il y a des mods sur PC pour avoir le QLR dans tous les jeux, et c'est pas un bug, mais bon, ça c'est un autre débat. Là, c'est un autre débat, c'est des petits coquinous qui se font plaisir. On vous voit, on sait que vous nous écoutez, les coquinous. Sinon, regardez des films, des séries, The Boys, Fire Force sur Crunchyroll, n'hésitez pas. Lisez des livres, allez au ciné, au théâtre, des concerts, de la musique, bref, vivez votre meilleure vie. On vous embrasse. Vivez l'instant présent, c'est important. Le passé, c'est du passé, le futur, ça n'existe pas. Exactement. Et Kira, sur ces bonnes paroles, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.